celles qui sont excusées, évidemment. Fabien, Philippe et Patrick. Nous allons pouvoir commencer. N'oubliez pas de signer le registre qui passe, que je n'ai pas encore fait à l'instant. À gauche et à droite. Bien, alors, avant toute chose, signaler qu'il y a une question d'actualité, mais qui sera évidemment évoquée en fin de séance. Donc, 16 avril, 20h, séance publique du Conseil communal, approbation du procès-verbal de la séance antérieure. Y a-t-il des remarques par rapport au procès-verbal de la séance précédente? Non? Eh bien, on peut passer au vote. Oui. 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 Madame Poulain. Oui. Monsieur Tombeux. Oui. Madame Pins. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Ney. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Lebert. Oui. L'ordre du jour appelle un point un peu singulier. Ceci dit, ce n'est pas la première fois dans notre commune, mais quand même, c'est important. Il s'agit d'un titre de lauréat du travail et de la remise d'un brevet. Donc l'Institut royal des élites du travail nous fait parvenir le brevet de lauréat du travail octroyé à Madame Anan Minal, j'espère pas mal le prononcer, par Sa Majesté le Roi. C'est aux autorités communales, à nous, qu'il revient de remettre en main propre ce brevet à l'intéressé. Nous avons contacté Madame, qui est parmi nous, et donc que je vais appeler dans un instant, mais je propose à Patricia peut-être de nous dire un mot. Tant pis. Effectivement, on n'a pas souvent l'occasion de remettre le titre de lauréat du travail. Et donc ici, il s'agit d'un titre de lauréat du travail dans le secteur des services de police et de sécurité civile et de l'insigne d'honneur d'or. Pour pouvoir prétendre à ce titre, il faut répondre à certaines conditions que je vais citer ici. Donc maîtriser les connaissances et compétences professionnelles, contribuer dans son secteur à la transmission des connaissances, du savoir-faire et des compétences professionnelles, faire preuve dans le secteur d'éthique professionnelle, du respect de l'environnement et du bien-être, et démontrer dans son secteur sa volonté en matière d'innovation et de développement. Alors, si mes informations sont bonnes et mes espions ont bien travaillé, Madame, vous êtes actuellement inspecteur de police à la zone de police Bruxelles-Capitale XL, dans laquelle vous avez travaillé pendant 5 ans au maintien de l'ordre, ensuite 6 mois à la police de proximité, 5 ans à la brigade d'intervention territoriale et enfin 7 ans au service formation, spécialiste premiers soins, réanimation cardio-pulmonaire avec défibrillateur. En 2016, vous avez créé la cellule médicale spécialisée en réanimation et premiers secours et aujourd'hui, ce sont environ 1200 de vos collègues que vous avez formés au sein de cette cellule. Une 60aine de véhicules de la zone ont été équipés de défibrillateurs semi-automatiques. Les bâtiments sont eux-mêmes équipés de 25 défibrillateurs et chaque service a reçu des trousses de secours adaptées. Vous coachez également dans ce domaine d'autres zones de police ainsi que la police fédérale afin d'avoir ce type de cellule médicale. En parallèle à tout ça, vous êtes également bénévole au sein de Rescue Life ASBL et vous y donnez des cours de premiers soins et de réanimation cardio-pulmonaire à des personnes désavantagées sur le plan économique, social et culturel. Et je pense que voilà, vous faites un travail qui est important pour tous, pour la société civile. Et je pense que nous vous devons beaucoup de reconnaissance pour ça. Je pense que avant de vous remettre le titre, on peut en tout cas vous applaudir. Et j'ai le grand plaisir de vous remettre ce titre de lauréat du travail, à vous féliciter bien sincèrement pour ce titre. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un petit mot. Moi, je suis toute fière de venir de Rebec, je représente Rebec, ça me fait plaisir. Et je n'hésite pas à dire que c'est Une ambassadrice. Voilà, je suis fière. Donc, merci. Merci à vous surtout. Et vos enquêteurs ont bien fait les choses. Qui est le premier inspecteur? Après, Premier inspecteur. D'accord, vous avez en raison plus effectivement. Merci beaucoup.
Bien, je vous propose de poursuivre avec le rapport annuel sur les synergies entre la commune et le Centre public d'action sociale. Il s'agit maintenant de l'adopter, puisque le rapport vous a été communiqué lors de la séance précédente, juste quelques minutes auparavant, la réunion commune entre les conseillers CPS et les conseillers communaux. Donc on ne va pas reparcourir ensemble le rapport, on va plutôt proposer de l'adopter de suite. Pardon, vous souhaitez intervenir? Une question, je vous en prie. La déléguée à la protection des données ayant quitté son emploi fin mai 2023 et le recrutement est en cours, donc depuis un an, il n'y a plus de délégué à la prévention et à la protection de la santé. Pendant tout ce temps, qui a assuré ces missions? Au point 19 du tableau, le regroupement dans le même lieu des services administratifs permet d'écoler plus facilement le personnel engagé. En moyenne, combien de temps faut-il pour écoler une personne fraîchement engagée? Il y a deux questions. Madame Despaola, Oui. vous n'avez pas posé la question Mais je ne en savais pas séance que je pouvais commune avec intervenir. les conseillers de l'action sociale? Je ne savais pas que je pouvais intervenir. Ben, on la demande. Ben bon, c'est pas ça. Comme ça fait partie du... C'est parce que il y a les... Enfin, c'est général, hein, votre question Oui, est c'est générale. ça, Hein. oui. Alors, peut-être, effectivement, c'est dommage pour les conseillers CPS qui ne l'entendront pas, mais ils peuvent avoir connaissance de l'information, il n'y a pas de problème. Préciser peut-être que la deuxième partie de la question est un peu différente, ne concerne pas à proprement parler le rapport, mais enfin, pour ce qui est du rapport, peut-être céder la parole à Monsieur le Directeur Général, puisque lorsqu'il s'agit de remplacer un membre du personnel absent, j'imagine que c'est une tâche partagée, notamment au niveau du comité de direction, pour autant que ce soit possible. Mais je propose qu'il réponde. Dans ce cas-ci, c'est très simple. Ce sont des fonctions pour lesquelles il faut des titres spécifiques. Voilà. Donc, personne ne dispose au niveau de l'administration, donc personne n'a assumé ces fonctions. En ce qui concerne la prévention et la protection au travail, ça veut dire qu'on remonte vers le service externe de prévention et de protection au travail. Donc, les agents pouvaient s'adresser, bien entendu, à quelqu'un. Il n'y a pas eu de vacances, il n'y avait plus personne en interne. Et pour la protection des données, là, c'est encore plus simple. Non, il n'y a personne en interne. Et là, il n'y a pas de système, il n'y a pas de service externe qui est on doit trouver quelqu'un. Le recrutement est en cours, c'est un point de lecture de cette séance. Donc voilà, on espère que le lauréat décidera de venir chez nous. Il y a un petit problème d'attractivité des communes pour l'instant. Donc voilà, on ne garantit pas que le lauréat se présentera chez nous. Bien, peut-on rester là? Parfait. On passe au vote. Madame Benturelli. Oui. Monsieur Denouvel. Oui. Monsieur Loupers. Oui. Madame Scuteur. Oui. Monsieur Nieves. Oui. Monsieur Legido. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Thiel. Oui. Madame Delbois. Oui. Monsieur Jada. Oui. Madame Despaola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 4, intercommunal de mutualisation informatique et organisationnelle IMIO, Assemblée générale du 28 mai prochain, approbation des points portés à l'ordre du jour. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas, on passe à vote. On passe au vote, pardon. Madame Benturelli. Oui. Monsieur Denouvel. Oui. Monsieur Loupers. Oui. Madame Scuteur. Oui. Monsieur Nieves. Oui. Monsieur Legido. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Thiel. Madame Delbois. Monsieur Jada. Oui. Madame Despaola. Oui. Madame Maï. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 5, création d'un registre des étoiles. Nous ne sommes pas la première commune à avoir été sollicitée par la SBL. J'ai lu hier dans un quotidien national que notre commune avait adopté pareille disposition, Chaumont-Gistoux en effet. Donc vous avez lu, nous sommes interpellés par cette ASBL et les mamans qui ont perdu un enfant décédé. Il s'agit de créer un registre qui n'a pas de portée juridique mais bien symbolique. Y a-t-il une question sur le sujet? On passe au vote. Madame Benturelli. Oui. Monsieur Denouvel. Oui. Monsieur Loupers. Oui. Madame Scuteur. Oui. Monsieur Nieves. Oui. Monsieur Legido. Oui. Madame Foucault. Oui. Monsieur Zégues. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Thiel. Oui. Madame Delbois. Oui. Monsieur Jada. Oui. Madame Despaola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui.
Donc, je rappelle le point 6, marché de travaux, plan de reprise résilience européen, démolition et reconstruction d'un bâtiment scolaire à l'école de la rue de Sainte, approbation des conditions et du mode de passation de marché. Un point important s'il en est, et une fierté. Monsieur Léon-Marie Jadin, je vous en prie. Pour autant que l'on puisse en juger sur plan, il se pourrait que les fondations des bâtiments voisins se retrouvent lors de l'excavation plus haut que le niveau fond de fouille. Nous voulons attirer l'attention sur le fait que nulle part dans le dossier, les niveaux de fondation des bâtiments voisins apparaissent, le cas échéant sans disposition particulière. Ce terrassement pourrait déstabiliser ceux-ci. D'un point de vue technique, a contrario, les essais de pénétration semblent montrer que sous une épaisseur variable de remblai, le terrassement pourrait découvrir un buffet de roches qui risque d'alourdir le coût de l'excavation. Ne serait-il pas intéressant d'investiguer un peu plus de ce côté en faisant, par exemple, 1 ou 2 carottages mécaniques comme le recommande INISMA. Alors, d'un point de vue esthétique, pour les façades, nous ne sommes pas partisans de l'usage du bois. Ce type de revêtement vieillit mal. Qu'avez-vous prévu comme traitement pour le bois? De quelle couleur sera la façade avant? Cela ne va-t-il pas gâcher la relative harmonie des bâtiments de la place du Centenaire? Nous pensons et nous regrettons que le nouveau bâtiment n'aura pas le cachet de l'ancien. Pourquoi cette différence de niveau aussi au fait du toit par rapport au bâtiment voisin? On aurait pu, semble-t-il, les aligner ou mal mis. Alors, du point de vue installation et fonctionnement du chantier, ce que représente le plan général sécurité santé nous semble trop général dans ce cas particulier. Quels seront les impératifs imposés aux constructeurs concernant la poursuite des coûts dans de bonnes conditions qui assurent la sécurité physique des enfants et des enseignants, le confort de ceux-ci en matière auditive, visuelle, de propreté de lieu, de concentration? Est-il inimaginable plutôt de prévoir une installation de conteneurs classe dans un endroit proche à définir, afin d'assurer les cours dans de bonnes conditions durant l'année et demie académique minimum que vont durer les travaux? Quelles dispositions sont prévues pour maintenir la sécurité des riverains, l'usage du parking de la place du Centenaire, l'accès à l'école pour les enfants et les enseignants et la sauvegarde des parterres, arbres et mobilier urbain? Où seront stockés les terres de chantier? Non, ça. Surtout pour le directeur général. Oui, Si vous voulez qu'il en prenne acte. Je l'enverrai après. Parfait. Bien. Vous avez abordé des considérations particulièrement techniques et fines. Il eût été intéressant que le directeur général en soit saisi avant pour pouvoir solliciter les services, et notamment le fonctionnaire dirigeant en charge des services techniques, qui aurait pu avoir une appréciation et apporter éventuellement des éléments de réponse. Ça a été le cas sur un élément, donc le directeur général va apporter une réponse sur un élément. Pour les aspects esthétiques et subjectifs, j'ai le sentiment qu'on peut débattre toute la nuit, mais ça c'est un autre point de vue. Monsieur le directeur général, pour l'élément technique, peut-être, Patricia, tu as des éléments techniques aussi? Oui, donc effectivement, donc il y a des essais de sol qui ont été réalisés. Il y a effectivement un enrochement qui a été constaté à 1,80 m de profondeur, ce qui en soi est une bonne chose et qui évitera de mettre des pieux sécants, donc qui engendre des inconvénients importants en termes de bruit, de vibration, etc. et de coût également. Donc ce n'est pas une mauvaise chose. Des essais de sol complémentaires pourront être réalisés et devront probablement être réalisés lors de la mise en chantier. Un certain nombre de questions que vous soulevez aujourd'hui ne pourront être répondues et seront bien évidemment pris en compte une fois que l'entreprise aura été désignée pour les travaux, puisque tout ce phasage de chantier, cette organisation de chantier sera discutée bien évidemment dans l'intérêt premier des élèves, des enfants, des enseignants de l'école, pour troubler au moins la vie scolaire. Maintenant, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'inconvénients, mais on a aussi des vacances scolaires où on peut essayer de prévoir certains travaux plus conséquents ou ce genre de choses. Donc tout ça, ce sera le phasage du chantier, les discussions de chantier, la préparation du chantier, mais ça ne peut se faire qu'une fois que l'auteur de projet aura été désigné. Pour ce qui est de l'aspect esthétique, c'est le fonctionnaire délégué de la région wallonne qui délivre le permis, ce n'est pas la commune. Le bois est aujourd'hui un matériau qui est
usité dans la construction pour un certain nombre de ces qualités. Ce sont des bois qui sont spécifiquement traités par rapport à ça. Il y aura des touches de couleur au niveau des châssis, donc tout ça figure dans le permis octroyé par, donc on vient d'être informé de l'octroi, de la confirmation de l'octroi par le fonctionnaire, la fonctionnaire déléguée de la région. Donc il faut aussi montrer que c'est une école. Je pense qu'on fait une école, donc il faut pouvoir montrer que c'est une école. Il y a des plantations qui seront intégrées, c'est une des impositions du permis. Je pense qu'il y a 2 hautes tiges qui doivent être implantées dans le cadre du projet. Donc voilà, et comme dans n'importe quel chantier, il y aura un coordinateur sécurité et on sera bien évidemment particulièrement attentif à cet aspect. Maintenant, très clairement, tout chantier a des inconvénients. Donc oui, il y aura probablement du stockage de matériaux sur la place du Centenaire, ce qui me semble préférable par rapport au fait de stocker les matériaux dans la cour d'école. Maintenant, c'est un nouveau bâtiment qu'on va construire et qui est presque totalement indépendant du bâtiment existant, justement, pour réduire au maximum les nuisances et les inconvénients, et l'opportunité d'éventuellement mettre un ou deux bâtiments temporaires pour héberger certains cours ou certaines fonctions des écoles sera étudiée, et éventuellement la fabrique d'église pourrait être contactée, puisqu'il y a un terrain à l'arrière de l'école qui appartient à la fabrique d'église, ou à l'AOP. À l'AOP. Donc voilà, ça c'est des contacts qui seront pris quand on aura des informations plus précises aussi sur le nombre de mètres carrés éventuellement nécessaires ou le phasage de chantier. Monsieur Jean-Marie Jadin. Comme j'ai convenu avec Monsieur Silio, j'enverrai le texte pour éventuellement permettre la réponse à des questions qui auraient pu passer. Merci. Merci. À vous. Ou monsieur le secrétaire. Ou le directeur général, secrétaire de séance. On peut passer au vote. Ah, vous avez une précision, excusez-moi. Du coup, le permis a été délivré. Donc il y aura des petites modifications qu'on vous propose d'intégrer dans le cahier des charges. On vient de parler des 12 arbres haute tige. Et alors c'est simplement intégrer les remarques du service incendie, qui ne sont pas des remarques sur le projet, mais qui sont les normes habituelles. Donc l'auteur de projet réinsérera dans le document. On fera comme d'habitude. Il vous est proposé d'intégrer ces modifications en séance, et le cahier des charges modifié sera chargé dans le logiciel. Vous y avez accès sur la version finale. Puisque la soumission sera ouverte à partir de vendredi après-midi, afin de pouvoir attribuer le marché pour le 30 mai, pour pouvoir respecter les délais imposés par le plan de relance et pouvoir respecter le timing auquel les subsides sont liés. Il y a aussi un délai pour l'implantation des arbres. Oui, un an à dater du début des travaux. peut-être de la fin des travaux. insister sur le fait que c'est un très heureux événement et qu'on doit s'en réjouir. Parce que, au vu des questions et de l'échange, on pourrait presque s'imaginer que c'est un dossier douloureux. C'est tout le contraire, évidemment. On est particulièrement ravis et satisfaits de l'aboutissement et du subventionnement par la communauté indirectement, enfin directement par l'Europe. Et ravis aussi qu'on ait obtenu le permis, même s'il y a effectivement ça et là 2-3 conditionnements un peu précis. Et ravis ainsi que dès le moment où on a le permis et on a l'accord de la communauté sur base des fonds européens, on peut effectivement lancer l'appel et ainsi avoir une école neuve au centre de Cannes. C'est quand même une très très bonne nouvelle. Merci. On passe au vote. Madame Venturini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Dantuto. Oui. Monsieur Aguirre. Oui. Monsieur Régido. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zélier. Oui. Madame Baillet. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Tondo. Oui. Madame Tix. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Mail. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Degas. Oui. Donc j'appelle le point 7. Redevance pour l'utilisation du conteneur pour ordre ménagère en préalable volontaire, approbation par la tutelle. Donc c'est un point qui est passé lors d'un conseil précédent. Nous avons retour d'information de la tutelle. Donc c'est un retour positif. Modification point 8 du règlement au règlement de circulation routière chemin du Blocchio. Il s'agit de définitivement ancrer la mesure testée de chicane avec stationnement dans le chemin du Blocchio, donc le chemin qui va du chemin de la chaussée
au croisement gendarmerie, rue de l'école, à proximité de l'école. Y a-t-il une demande d'intervention? Je n'en vois pas, on passe au vote. Oui. Monsieur Delaney. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Jean-Scuter. Oui. Monsieur Levet. Oui. Monsieur Régibaud. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Madame Mayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tils. Oui. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadot. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nadi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 9, une nouvelle modification au règlement de circulation routière, après la précédente. Il s'agit là d'une adaptation de la vitesse, donc une diminution de 90 à 70. Y a-t-il une question? Madame Mailly. Oui, nous nous demandons, vu la configuration de la route, on n'est pas certain que la limitation de vitesse sera très efficace. Est-ce que c'est envisageable de créer une double chicane près des habitations à la place? Dans le cas présent, c'est dans le virage dont on parle de la limitation de vitesse. Hein. On est bien d'accord. Hein. Oui, C'est d'accord. à l'approche de la rue du Gilbert. C'est ça, c'est ça. À ce stade, est-ce qu'on ne peut pas évaluer d'abord la mesure avant d'envisager autre chose? Me semble-t-il. Et on sait qu'évaluer la vitesse, c'est toujours un peu... Il y a on fait régulièrement des évaluations, elles paraissent même dans le brevet canal, et parfois elles sont assez édifiantes. Dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Mais on peut acter la proposition. Hein. Oui, c'est Madame sûr. Venturelli. Effectivement, je pense que les chicanes, on ne peut pas les mettre dans une zone 70 km/h. Donc il y a tous les dispositifs ne peuvent pas se mettre n'importe où. Et je pense me souvenir que c'était une suggestion du fonctionnaire délégué en charge de la sécurité routière. Donc maintenant, après, on évaluera la mesure avec lui pour voir s'il y a d'autres mesures éventuelles qui pourraient être prises. Mais on est dans un virage, donc voilà, c'est plus compliqué aussi. Donc dans un premier temps, dans cette portion, on va essayer de réduire la vitesse en comptant sur le civisme de bon nombre d'usagers, même s'il y a toujours des irréductibles. Mais on le voit quand même régulièrement quand on fait les analyses de trafic, que globalement, les usagers respectent bien la limitation de vitesse. Il y a une proportion qui la dépasse légèrement, et puis on a toujours une proportion heureusement faible de personnes particulièrement inconscientes, parce que quand on voit que l'analyseur de trafic nous donne des vitesses supérieures à 100 km/h dans des zones CR50, c'est vraiment de l'inconscience, et je pense qu'avec ce genre de personnes, il n'y a pas réellement de dispositifs qui peuvent les dissuader, parce que là où il y a des chicanes, il faut accélérer pour passer avant les autres. Là où il y a des casse-vitesses, on va essayer de les contourner si on n'a pas dans les deux sens. Voilà, c'est... Je vous en prie, Madame Di Paola. On fait des analyses des contrôles, et je suppose que les personnes ils le savent, donc ils ralentissent, donc c'est pas... Non, c'est des câbles au sol, il n'y a pas que, Ah oui, il n'y a pas que des estafettes. Et notre analyseur de trafic n'a même pas de câble au sol, donc c'est ce que vous voyez, donc on le fait toujours une semaine avec indication de la vitesse et une semaine sans indication de la vitesse pour voir si l'affichage a une influence ou pas sur le comportement et les vitesses. Donc, plus clairement, de chicane, il n'est pas question, d'évaluation par contre il en est. Et la mesure est celle qui a été proposée par le préposé. On passe au vote. Oui. Monsieur Général. Oui. Monsieur Luther. Oui. Madame Jean-Scuter. Oui. Monsieur Levet. Oui. Monsieur Régibaud. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zegers. Oui. Madame Mayens. Oui. Madame Poulard. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tils. Madame Bombois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. oui, Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Donc, je vous rappelle le point 10, modification au règlement de la sécurité routière, déplacement de stationnement aux personnes porteuses de handicap, réservation du stationnement pour le déchargement, chargement, vallodrome. Alors sur ce point, il vous est proposé une petite modification par rapport à ce qui avait été initialement repris, puisqu'il est effectivement question de switcher les deux places handicapées pour personnes porteuses de handicap latéralement dans les épis, côté bosquet, côté plateau de la gare travée. Mais il ne serait donc plus question, il n'est plus question de privatiser, ou en tout cas de faire quai de chargement et horaires réservés pour zones de chargement-déchargement durant la semaine de 8 à 18. La demande initiale n'était pas nécessairement celle-là, et on procéderait le cas échéant en deux temps s'il le fallait vraiment. On évaluera donc également
mais la demande de l'exploitant du wagon restaurant n'est pas nécessairement de réserver des emplacements, mais c'est de faciliter l'accès à sa zone de décharge, pas nécessairement de faire un quai. Donc par rapport à ce qui nous est proposé, oui, on switch de place, non, on n'instaure pas un quai. C'est clair pour tout le monde? On pourrait d'ailleurs profiter de l'occasion pour optimiser, parce que les places normées pour personnes porteuses de handicap sont plus larges et plus grandes, tandis que l'épi, lui, il n'était pas optimal, il y avait une zone perdue. Mais ça, nous verrons lorsqu'il s'agira de les mettre au sol. Si ça vous va, on peut passer au vote. On passe au vote. Madame Bertolini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Boutès. Oui. Madame Danscuter. Oui. Monsieur Noven. Oui. Monsieur Rézibo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Coulard. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pins. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. Je rappelle le point 12, non pardon, le point 11 d'abord, avant le 12. Encore une modification au règlement de circulation routière. Il s'agit de créer un emplacement pour personnes porteuses de handicap à la rue du Faubourg numéro 52. Comme à l'accoutumée, vous le savez, même si c'est entre guillemets identifié ou identifiable suite à une demande personnelle, ce sont des places qui sont accessibles par toute personne porteuse de handicap. En l'occurrence, il y en a plusieurs dans la rue, au frère, il y en a une qui a fait savoir que son handicap et qui demande un emplacement dans sa rue. Y a-t-il une remarque? La procédure est complète, a suivi son cours, les documents sont idoines. Ok, on passe au vote. Madame Bertolini. Oui. Monsieur Denimal. Oui. Monsieur Boutès. Oui. Madame Danscuter. Oui. Monsieur Noven. Oui. Monsieur Rézibo. Oui. Madame Fulco. Oui. Monsieur Zeguet. Oui. Madame Bayen. Oui. Madame Coulard. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Pins. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jadin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maï. Oui. Madame Nazi. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour appelle le point 12, c'est en l'occurrence l'annexe numéro 11 au règlement de travail. Il s'agit de la géolocalisation des camions et véhicules-outils, de la vidéosurveillance du dépôt, et le tout a été approuvé par l'autorité de tutelle. Donc c'est un point pour information qui ne nécessite pas de vote. Madame Maï, je vous en prie. Nous voulions savoir quelle sera finalement la durée de conservation des données et pourquoi attendre le vote d'un prochain règlement de travail et ne pas effectuer la notification rapidement. La durée, je ne sais pas, c'est le service qui reprendront contact avec la tutelle pour savoir quelle est la durée. Je pense qu'ils le savent déjà quand on leur a donné après 30 jours. Merci. Vous avez noté, ça c'est fait. Voilà. Et pour le reste, c'est parce que la procédure est relativement fastidieuse, donc on va repasser devant le comité de concertation. Ici, là, c'est de la négociation syndicale. Ça part ensuite en tutelle, et donc on fait ça plusieurs fois sur la mandature, et j'ai envie de dire, donc on régularisera la situation au moment venu. C'est là qu'on voit que ça passe des PO. Est-ce que ça se fait passer au oui, DPO? J'imagine que notre DPO va penser au délai, effectivement. Il y a une DPO qui me pense. On passe au... Non, pas de vote, il n'y a pas de vote. L'ordre du jour appelle le point 13. Peut-être avec votre accord, sauf s'il y a des questions et des remarques particulières, pourrions-nous traiter des points 13 et 14. Il s'agit dans les deux cas de recrutement. Dans un premier temps, un ouvrier de niveau D1 à D4 pour les espaces verts. On parle d'un temps plein, un contrat à durée indéterminée. Vous avez le profil de fonction, du moins vous l'avez eu, vous y avez accès. Dans un deuxième temps, il s'agit cette fois d'un ouvrier de voirie. Là aussi, un temps plein et un contrat à durée indéterminée également. Il s'agit aussi du profil de fonction. Et on va s'arrêter là parce que le troisième point ne concerne pas les services techniques. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Léon-Marie Jadin. En fait, pour ces deux postes, pour lesquels, de votre propre aveu, il y a des difficultés de trouver de la main-d'œuvre, je trouve que, enfin moi je sais pas, j'ai travaillé dans la construction, donc je suis un peu surpris quand on demande un maçon et un diplôme d'humanité. Ça me semble impressionnant. Je n'ai jamais rencontré ce genre de personnes dans mon travail. Alors maintenant, je me dis, parfois pour donner du travail à des personnes qui ont peut-être moins de diplôme, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir des gens qui sont formés à l'interne ou des choses pareilles pour mettre à l'ouvrage des personnes peut-être moins qualifiées ou moins spécialisées, moins diplômées, je dirais.
Merci, monsieur le conseiller. Michael, tu veux, pardon, monsieur le directeur général, vous voulez apporter un mot d'explication? C'est justement déjà une remarque qui avait été faite la séance précédente et le profil est adapté. Donc on est passé d'un D4 à un niveau D1, donc c'est le certificat d'études secondaires inférieures, uniquement supérieur. Les deux profils permettent à des personnes qui ont fait, qui disposent des premières années d'humanité, on va dire, le diplôme qui sanctionne le CESI, le CESI, et le CESS, et donc justement, dans les deux cas, avec de l'expérience. Donc c'était justement un élargissement du profil. Bien, préciser peut-être dans le cadre du point 14 qu'un appel a été lancé et est en cours jusqu'au 22 avril prochain, et qu'il est déjà prévu dans le cas présent, dans la suite logique de ce que vient d'expliquer M. le directeur général, donc de relancer un appel, mais cette fois d'élargir le spectre du profil et de disposer cette fois non plus d'un CESS, mais d'un CESI, c'est-à-dire les secondaires inférieurs, et en lien avec la barémisation dont M. le directeur général vient de vous parler, puisque le barème correspond à une certification. Fort bien. Nous pouvons voter sur les deux points, avec votre accord? 15 et 16. J'aurais dit 13 et 14, moi, mais On est à 13 et 14. je m'arrive souvent à me tromper. Non. On passe au vote. Madame Beltebelli. Oui. Monsieur Delimal. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Jean-Scuto. Oui. Monsieur Hénové. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zéguet. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tige. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maëlle. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Vegas. Oui, je rappelle le point 15, recrutement d'un agent pour le service de cohésion sociale. Là, on parle d'un niveau supérieur, des 4 à des 6, temps partiel, des 4 à des 6, oui. Temps partiel 19 heures, on parle bien d'un contrat à durée indéterminée, et là aussi le profil de fonction vous a été communiqué. Y a-t-il une question? Oui, donc, mais pour ceux qui l'ont constaté, dans le cadre par le passé, il y avait deux équivalents temps plein, si on remonte quelques années en arrière. Ici, pour diverses raisons, on a un cadre, entre guillemets, impromptu, puisqu'on a un équivalent temps plein et un demi-équivalent, enfin un mi-temps, je vais y arriver, un mi-temps plein. Et là, on en rajoute un deuxième, pour faire 2 équivalents temps plein. On passe au vote. Madame Beltebelli. Oui. Monsieur Delimal. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Jean-Scuto. Oui. Monsieur Hénové. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zéguet. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tige. Oui. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maëlle. Madame Mazie. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour rappelle le point 16, chemin du Stockois, organisation de travaux suite au permis d'urbanisme 2021/PURB/083 pour la société SA Evila, convention à approuver. Ce point nécessite peut-être un petit mot d'explication parce que c'est assez singulier que de passer un plan urbanistique au Conseil, puisque ce n'est pas une compétence du Conseil, mais ici le permis a été obtenu sur recours. Et dès lors, les charges urbanistiques qui avaient été prévues initialement par le collège n'ont plus lieu d'être. Néanmoins, il y a une convention qui est proposée à la société qui a marqué son accord, et c'est une bonne chose, et la convention porte sur les charges urbanistiques initiales qui avaient d'ailleurs été suggérées par le collège. Mais Madame Beltebelli pourrait, le cas échéant, vous répondre sur l'un point ou l'autre des charges urbanistiques. Toutefois, si vous aviez une question. Je n'en vois pas, on passe au vote. Madame Beltebelli. Oui. Monsieur Delimal. Oui. Monsieur Moutet. Oui. Madame Jean-Scuto. Oui. Monsieur Hénové. Oui. Monsieur Bézigo. Oui. Madame Foulco. Oui. Monsieur Zéguet. Oui. Madame Bayens. Oui. Madame Poulain. Oui. Monsieur Tondeur. Oui. Madame Tige. Madame Bonbois. Oui. Monsieur Jardin. Oui. Madame Di Paola. Oui. Madame Maëlle. Oui. Madame Mazie. Oui. Monsieur Vegas. Oui. L'ordre du jour avec le point 17, ce sera le dernier avant la question d'actualité. Il s'agit cette fois d'une cession d'une emprise communale de 74 26 promesses de vente, rue du Buchot. Le Conseil, rappelez-vous, en août, avait marqué son accord de principe sur la mise en vente. Le terrain a été mis en vente début de l'année par le comité d'acquisition. Et il y a eu plusieurs offres, et à l'issue de la séance, c'est la meilleure offre qui a été retenue, c'est le principe du mieux-disant, pour un montant de 13 100 €. Le comité d'acquisition nous a transmis la promesse signée des candidats acquéreurs. Il nous faut maintenant voter sur la promesse de vente adoptée. Il y a un vote formel sur ce point? Oui, on passe au vote. Ah, pardon, est-ce qu'il y a une question?
On passe au vote. Madame Benguigui. Oui. Monsieur Limal. Oui. Monsieur Louters. Oui. Monsieur Couteau. Oui. Monsieur Noël. Oui. Monsieur Bézido. Oui. Madame Chouclo. Oui. Monsieur Zézé. Oui. Madame Baillet. Oui. Madame Poulin. Oui. Monsieur Chambord. Oui. Madame Kuhn. Oui. Madame Bondois. Oui. Monsieur Dada. Oui. Monsieur Paola. Oui. Madame Maïs. Oui. Madame Bazi. Oui. Monsieur Degas. Oui. Alors, avant d'aborder la question d'actualité, il est de coutume de remercier chaque année, mais je ne vois pas, oui, la promotrice du Télévis local, qui a mené, comme d'habitude chaque année, de belles actions pour récolter un montant important dont j'ignore le chiffre d'ailleurs. 10 000 €. On peut peut-être applaudir. Ah oui. Alors, monsieur Léon-Marie Jardin, c'est à vous. Je ne sais pas si on vous applaudira aussi fort à la fin, mais qui sait? Suite à des inquiétudes exprimées par des riverains de la carrière de Vierge, Madame Venturelli a répondu à un journaliste qui l'interrogeait sur les émanations de poussière contenant de la silice cristalline alvéolaire, dont nous savons depuis 1996 qu'elle est potentiellement cancérogène et qui présente aussi des risques aggravés de silicose pour les personnes exposées. Il avait, la réponse de Madame Venturelli au journaliste, il avait été discuté en comité de suivi d'installer une station de lavage pour les camions. Celle-ci devrait être opérationnelle actuellement, mais nous allons interpeller à nouveau le comité de suivi de la carrière de Cup Vierge. Alors, renseignement pris auprès de ce comité dont vous êtes membre, pouvez-vous nous confirmer que cette station de lavage est fonctionnelle et en préciser le mode de fonctionnement? Monsieur Léon-Marie Jardin, elle le peut. D'ailleurs, je vais lui céder la parole de suite. Donc, monsieur Jardin, je n'ai pas attendu le comité de suivi des carrières de Vierge qui est organisé, vous n'ignorez pas, par la commune d'Enghien pour interroger les responsables à ce sujet, puisque je les ai contactés le jour de la sortie de l'article. Et par ailleurs, j'ai à nouveau soulevé le point et la question, pas plus tard qu'hier soir, à l'occasion de la réunion de ce comité de suivi. Nous avons été très attentifs à cette question avec M. Zegers et M. Tondeur, qui étaient également présents à cette réunion. Donc, en quelques mots, la station de lavage est opérationnelle depuis fin octobre 2023. Donc, elle se compose d'un pont métallique équipé de 4 rampes de lavage, 3 qui fonctionnent avec l'eau de récupération et la 4e qui est équipée avec de l'eau de distribution. Les responsables viennent d'installer il y a quelques jours un casse-vitesse métallique, vous voyez ces petits casse-vitesse très hauts, à la sortie de la station de lavage, afin d'obliger les camions à ralentir, parce qu'ils avaient constaté que certains camions passaient, mais sans ralentir au niveau de la station de lavage. Et il y a également donc, un jet résiduel en sortie du laveur qui permet de laver également les bennes. Les pistes intérieures ont également été asphaltées pour une première partie fin novembre et pour une deuxième partie durant le mois de février. Et ces pistes seront équipées prochainement d'un nouveau système d'arrosage. Pour l'instant, c'est un camion qui arrose les pistes et donc il y a un système d'arrosage par jet des pistes qui va être installé, qui est en cours d'installation, je pense. La société prend également en charge, pour votre information, le passage sur la nationale 7, qui est, rappelons-le, une route régionale d'un camion brosse qui passe donc depuis la mi-mars jusqu'à environ la mi-octobre 2 fois par semaine et 1 fois par semaine en dehors de cette période. Et ils ont également demandé à cette société de passer sur les bas-côtés où il y a l'accumulation de poussière. Peut-être ajouter pour information qu'une demande par ailleurs a été faite à la société de transport collectif en commun, la TEC, comme on a coutume de dire, de déplacement de l'arrêt de bus qui était situé, il est vrai, pas au meilleur endroit, puisqu'à proximité de la sortie et sur le bas-côté, dans la zone la plus engravillonnée ou la plus empoussiérée. Mais ça, c'est une demande qui suit son bonhomme de chemin, puisque c'est pas nous qui déterminons, et certainement pas sur une route régionale, le totem ou plutôt l'emplacement de l'arrêt du TEC. Monsieur Léon-Marie Jardin. Donc, c'est un peu, peut-être on peut me le reprocher, effectivement, mais comme je ne faisais pas partie de ce comité de carrière, et que nous n'avions pas de place pour nous dans ce comité de carrière, je suis resté assez loin de cette carrière, mais depuis lors, je me suis intéressé, comme Madame la Bourgesque aussi,
comment dire, à des réponses à vous fournir, mais je me suis arrêté pour en discuter avec les chauffeurs. Alors je ne sais pas, il faudrait quand même savoir si c'est vrai ce qu'un chauffeur m'a dit, c'est qu'en fait, en plus de ça, dans le bac, si les camions évitent le bac, la barrière ne s'ouvre pas. C'est exact. S'ils ne bâchent pas à la sortie, donc pour sortie, donc il y a obligation de bâchage, et donc si les camions ne sont pas bâchés, qu'ils ne sont pas passés par la station de lavage, ils n'ouvrent pas la barrière. C'est ça. C'était une des conditions de l'octroi de permis. D'accord. Donc, mais est-ce que maintenant, bon, puisque en fait, le problème c'est que ce truc apparaît dans la presse maintenant, alors qu'apparemment des tas de choses ont été faites. Alors je ne comprends pas, est-ce qu'il n'y a pas d'amélioration due à ce travail? C'est une drôle d'année cette année. Donc, Attendez, vous avez un peu d'explication, monsieur le Président. il y a eu des problèmes et des soucis importants, effectivement, mi-2023, donc où il y avait des problèmes au niveau du fonctionnement des installations et des problèmes de poussière. Donc, comme toutes les autres carrières, il y a des JOJOM qui font les mesures. Et donc, ils ont deux types de mesures au niveau des poussières. Attendez, je regarde, j'ai pris une petite note. Donc, il y a les particules totales et les particules insolubles. Donc, au niveau des particules totales, donc la jauge 2 qui est sur Rebec a plusieurs dépassements. Mais dans ces particules totales, vous avez aussi tout ce qui est lié aux moissons, etc., donc toutes les autres poussières. Et donc dans les particules insolubles, qui sont celles qui proviennent de l'exploitation, donc au cours de l'année 2023 et des trois premières mesures de 2024, il n'y a pas eu de dépassement des normes. Donc il y a une amélioration. On l'espère. C'est à espérer, et donc ici, il y a, comme je vous l'ai dit, ils ont constaté que certains camions essayaient de ne pas s'arrêter au niveau de la station de lavage, ils ont mis ce dispositif pour les obliger à ralentir. Monsieur Léon-Marie Jadin, un dernier mot, je vous en prie. Oui, parce qu'il y a quand même une différence, et la chose du coup que je me suis intéressé un peu plus près à cette carrière, j'ai vu des choses intéressantes. C'est que par exemple, le concassage, le criblage, le chargement se fait en fond de carrière. Est-ce que ça ne pourrait pas être imité à Tenas? Alors, d'abord, on n'est pas sur un permis qui a été délivré à la même période par les mêmes autorités et pas par les mêmes individus. Et on n'est pas sur le même type d'installation, puisqu'il s'agit d'une installation mobile, pour ce qui concerne Vierge, même si elle ne bouge pas toutes les heures, on est d'accord. À Tenas, on est sur une installation fixe. Alors, on pourrait croire, enfin, on pourrait imaginer, mais ce qu'on vient d'évoquer n'est pas de nature à le vérifier, qu'une installation en fond de carrière est plus efficace. Vous voyez bien que les récriminations à l'égard de la carrière de Biersch, même s'il y a des améliorations, sont encore bien vivaces. Donc je ne ferai pas d'analyse ou de recoupement ou de comparaison hâtive en la matière. Bien, il n'y a pas de vote sur ce point, mais si vous voulez encore intervenir, je ne veux pas vous rimer. Merci. Je vous en prie. Eh bien, nous allons terminer avec la séance publique. Je remercie le public venu nombreux et enthousiaste et vous souhaite une excellente soirée.